Second poteau Pavard. Benjamin Pavard. Christophe Dominici a pris le ballon. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Extraordinaire. Accélère. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. La victoire française. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Afters du sport business de la SMS. Alors aujourd'hui, je suis encadré de 3 personnes, j'ai un peu peur, je vous le dis. J'ai le fondateur de l'école d'un côté, j'ai 2 profs de l'autre. Bonjour. Il va vraiment pas falloir que je fasse n'importe quoi. Et en plus, on parle de quelque chose qui nous tient tous à cœur, mais qu'on connaît pas. Le sport. Ah, c'est vrai? Non, on parlera crypto-monnaie. Alors, ce qui est bien, c'est que on est tous d'accord. En ce moment, le BTC, il monte. Ouais, on est à 62 000. Ouais. Hein, donc, j'ai été réveillé par l'information. Ouais. C'est vrai que on vous racontera à terme l'épopée de l'écriture de ce travail. Oui, c'est la première question que je dois te poser. La digitalisation du sport. Néanmoins, c'est vrai que depuis 48 heures, on a une information qui nous dit que effectivement, le Bitcoin aujourd'hui est passé au-dessus de la barre fatidique des 60 000 $. Ça fait du bien. Hein. Alors, ça fait du bien pour celles et ceux qui avaient investi. C'était tombé à peu près aux alentours de 15 000 $, je crois, il y a encore quelques semaines. Donc là, il y a un rebond. Il y a un chiffre, le chiffre. Alors, j'ai noté 68 991 $. C'est le record de valeur du Bitcoin. Et normalement, il devrait être atteint prochainement. Je trouve ça assez incroyable. Enfin, c'est une versatilité incroyable. C'est un marché extrêmement sensible. Et d'ailleurs, la sensibilité du marché a fait en sorte que, au fur et à mesure de l'écriture, on a dû s'adapter aux hauts et aux très bas qui ont eu lieu. L'écriture de quoi, mon ami? Alors, l'écriture, oui. Donc, je reviens sur mes propos. Nous allons aujourd'hui quand même parler du deuxième livre blanc de la SMS. Le premier, rappelez-vous, on parlait des grands événements sportifs internationaux. On y est presque, dans quelques semaines, quelques mois. Exactement. On aura notre cérémonie d'ouverture. Là, on parle crypto-monnaie, on parle NFT, on parle métaverse. Pourquoi ce sujet, les amis? Parce mais que pas là, que. Mais avant ça, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Peut-être que quand même vous vous représentiez. Honneur aux dames. Donc moi, je m'appelle Aurélie Linard, je suis intervenante au sein de SMS, effectivement. Et je suis également consultante auprès de Inesport sur des sujets de développement économique et d'innovation notamment. J'aurais même dit que tu étais associé chez Inesport. Oh là là, quelle modestie. La nouvelle. Oui, intervenante, elle est une brillante professeure du corps professoral de la Sports Management School. Remettons les choses dans leur contexte. Ça j'oserais pas le dire, mais... Ça y est, c'est fait. Merci. Vincent. Oui. Vincent. Quoi ça veut dire quoi? Je suis un dinosaure, c'est ça? Non. Donc, Vincent Chenel, je suis associé fondateur de Inesport, associé fondateur de l'Observatoire du sport business, mais pas associé fondateur d'SMS. Non, mais pas. C'est dingue, ça. Professeur préhistorique. Voilà. Professoral de la Sports Management School et aussi du master qui a, je dirais, qui a précédé la naissance de l'école, et tu es fidèle depuis 2001, c'est ça? Eh oui. Ouais, ça ne rajeunit pas. Non. Je sais, oui. À l'époque, on on a un coup de bambou quand même. Préhistorique. Préhistorique. Et le troisième larron qu'on ne présente plus. Voilà, Michael Tapiro, le fondateur de la Sports Management School. Aujourd'hui, je suis ravi d'être au pilotage de ces livres blancs. Ça permet pour l'école d'avoir une visibilité incroyable et surtout de rentrer sur des chemins de traverse qui ne sont pas forcément usités dans l'univers du sport business et encore moins dans l'enseignement du sport business. Alors, effectivement, le premier livre blanc, c'était sur les grands événements sportifs internationaux. On est up-to-date parce que dans quelques semaines auront lieu les Jeux Olympiques. Et là, aujourd'hui, on est sur la digitalisation du sport. Exactement. On est sur, en fait... Cette révolution même. Oui, cette révolution, parce que de toutes les manières, que ça monte ou que ça descende, c'est une révolution. Et on le voit aujourd'hui, comme le sport est partout, comme la digitalisation du sport a déjà eu lieu, on essaie de trouver des nouveaux chemins, des nouveaux territoires. Et je dirais que s'il fallait prosaïquement résumer ce travail fondamental que nous avons produit et qui fait 65 pages, c'est vraiment tout ce qui va tourner autour du fan. L'expérience du fan, comment le fidéliser, comment l'engager dans des dynamiques que nous allons vous expliciter aujourd'hui. Donc, pourquoi ce livre blanc, les amis? Vincent? Alors, pour déjà SMS, ce qui est intéressant, c'est que SMS n'est pas présent qu'en France.
et que le sujet du livre blanc dans l'International Board que Michael a monté, il y avait cette volonté aussi de créer des contenus et des sujets qui permettaient à chaque école de s'impliquer dans la production du contenu. Donc sur ce livre blanc, on a embarqué l'Égypte, le Maroc, la Suisse et bien évidemment la France. Donc il y a cette dimension-là et donc avoir des sujets de prospective. On a sur le premier livre blanc traité le sujet des crises potentielles autour des grands événements. On avait identifié 8 ou 9 crises qui allaient bien évidemment sur la crise sanitaire puisqu'on était juste post-Covid. Et on espère que les JO de Paris 2024 ne verront pas la crise sécuritaire, mais ça faisait partie des crises. Exactement. Et là, c'était de se dire, bon, quel autre sujet toujours post-Covid, on a vu le sport s'est interrogé sur est-ce qu'on peut faire du sport sans public. La réponse a été oui, sans public direct, mais avec un public indirect. Et donc, ça passait par la consommation à distance, qui a été facilitée par le digital et qui a permis aussi au sport de se transformer dans sa digitalisation avec une question, jusqu'où on peut aller dans le digital. C'est une question qu'on sera amené à se reposer sur d'autres sujets. Et donc, il y a l'aspect du sport tel qu'on le connaît aujourd'hui, permettant aux clubs de travailler avec les réseaux sociaux, avec leurs fans du monde entier. C'est-à-dire que jusqu'ici, les fans, c'était ceux qu'on avait dans le stade, puis ceux qu'on avait à la télé, et maintenant ceux qu'on a dans le monde grâce au réseau, qui avait ce sujet-là. Il y a le sport digital lui-même, le e-sport, ça fait partie du sujet, qui peut être à distance, mais qui peut se retrouver aussi, qui peut remplir Paris La Défense Arena, qui peut... Donc, il y a tous ces sujets-là. Et puis, au moment, et ce qui était assez intéressant dans ce que tu viens d'évoquer, Michael, c'était le gros moment du lancement crypto et NFT. Alors, la crypto existait déjà avant, mais ça s'est enflammé à ce moment-là. Et ça n'a pas été si simple que ça de travailler, parce qu'entre le moment où on décide de faire un livre blanc, le moment où on écrit, et le moment où on est en capacité de publier, il peut se passer beaucoup de choses. Et on l'a vu dans ce domaine-là, me semble-t-il. Aurélie, est-ce qu'il y a des principaux défis qui ont été relevés pour écrire ce livre blanc? Parce que tu parlais international, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui ont évolué en quelques mois. Déjà, le premier défi, c'est quand on a démarré le travail de réflexion sur comment est-ce qu'on allait aborder le sujet. Il y a beaucoup d'exemples, comme a pu le citer Vincent, mais c'est quoi le métaverse? C'est quoi la crypto? C'est quoi le Web 3.0? Et aujourd'hui, il y a énormément de définitions, énormément d'exemples qui existent. L'idée, c'était déjà de poser un cadre de sur ce sujet-là. C'est quoi le Web 3.0? Alors, c'est quoi le Web 3.0? C'est quoi votre définition, les amis? Parce que faut se le dire, là. Vas-y. Ah bah oui. Moi, encore une fois, comme souvent dans la digitalisation du sport, je me souviens plus quelle est la question, mais la réponse, d'accord, c'est la révolution autour de l'engagement des fans. Voilà. Et tout ce qui va se passer autour de la personne qui n'est pas liée directement au stade ou à l'équipe, mais qui va être à un moment donné touchée. Et la façon d'optimiser ce lien. Et cette révolution digitale, elle est permise par le Web 3.0, qui est en fait une libération d'Internet. C'est-à-dire qu'on est sur un Internet qui n'est plus contrôlé par des grands groupes, Microsoft, Google, Facebook, etc. Mais on est sur une libéralisation de l'utilisation d'Internet. Ce qui a permis beaucoup de créativité. Et de cette créativité dans le Web 3.0, vous avez eu la naissance des crypto-monnaies, qui est une monnaie qu'on peut utiliser dans un univers digital, mais qu'on retrouve de plus en plus présente aussi dans des univers physiques. Vous avez eu la naissance des NFT. Effectivement, ce sont des jetons, alors en français, des jetons fongibles. Donnons la définition, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acronymes dans cet univers-là. NFT, donc c'est Non-Fungible Token. C'est ça. Hein. En français, des jetons non fongibles qui servent à justifier la propriété d'un asset digital à travers d'un certificat d'authenticité unique et non transférable. C'est-à-dire que vous allez acheter une œuvre d'art dans le digital, ça se fait, il y a une personne qui a dépensé 69 millions, vous allez y avoir accès de dollars. Elle n'est pas à cette table. Elle n'est pas à cette table, effectivement. C'est un Américain. Vous allez y avoir accès
en libre sur Internet, vous allez pouvoir la chercher sur Google, elle s'appelle Beeple, il n'y a pas de problème, vous la trouverez. En revanche, elle n'appartient qu'à un homme et c'est un NFT qui va prouver son appartenance. Et la troisième partie, c'est le métaverse. Et là, le métaverse, beaucoup plus compliqué à définir. J'ai d'ailleurs assisté à une espèce de catch linguistique quand on a construit ce livre blanc entre deux intervenants qui ont été interrogés, mais sur est-ce qu'il existe un métaverse ou des métaverses. Dans la définition initiale du métaverse, l'idée, c'est qu'il n'y en ait qu'un qui va regrouper l'ensemble du monde. Et quand je donne cours sur ces sujets-là aux étudiants, ce que j'aime bien donner comme exemple, c'est prenons le jeu, un des jeux les plus connus où jouer, c'est Fortnite, plus de 500 millions de joueurs. Imaginez que dans un monde virtuel de métaverse unique, avec votre habit de Fortnite qui vous représente en tant qu'avatar, vous pouvez très bien vous retrouver dans Mario Kart et être dans votre carte avec la tenue de Fortnite. Vous pouvez aussi aller, et ça se développe de plus en plus, comme des grandes marques de luxe ont développé des magasins dans le métaverse. Vous pouvez des produits même spécifiques. Des produits spécifiques. Vous pouvez aller acheter une veste de luxe et la mettre sur votre avatar Fortnite. Bon, ça ne ressemblait pas forcément à grand-chose, mais vous pouvez y aller. Et pour aller plus loin, imaginez, vous allez au supermarché qui est dans le métaverse, vous allez faire vos vraies courses dans le physique que vous allez recevoir. Eh ben, vous pouvez y aller dans votre tenue de Fortnite avec la veste de luxe, faire vos courses, vous promener dans les rayons. Et ça va être votre identité. Et même, pourquoi pas, assister à un cours dans le métaverse chez SMS avec votre tenue Fortnite et être en cours et faire vos présentations dans le métaverse. Ouais, je dirais Superman. Nous qui faisons la police pour que justement les étudiants ne viennent pas avec des survêtements, on les verrait arriver avec des homes, par exemple en Superman. Je crois que ça a déjà été fait, mais plutôt dans le stade. Mais on en connaît. Le but du métaverse, c'est ça. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. On n'est pas encore sur ce concept de métaverse unifié où on a l'ensemble d'une unification de ces univers. Là, aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance à la création de plusieurs métaverses. Vous avez Mark Zuckerberg avec Meta qui a investi des milliards sur ce sujet, qui s'est recentré sur l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette notion de métaverse telle qu'elle est conçue initialement, elle n'existe pas. Elle a moins la cote ces derniers temps. Alors, c'est vrai que depuis ChatGPT de novembre 2023, où ça a été révélé au grand public, ça a pris la part belle, mais on a vraiment l'impression que le métaverse, c'est un petit peu comme il y a une vingtaine d'années. Second Life. Rappelez-vous, Second Life. On parle en tant que boomer, hein, excusez-nous. Hein. Mais c'est vrai que nous avons, en tout cas, je parle pour Vincent et moi, nous avons vu Second Life arriver. Bon, sincèrement, mon bon technoplouc assumé, j'y ai pas cru du tout et j'avais pas tort. Là, aujourd'hui, on a vu arriver cette vague du métaverse. Tu crois toujours pas Sincèrement, je m'y vois pas trop, quoi. C'est vrai que d'aller faire mes courses avec une tenue de chevalier, etc. Alors que d'aller sur le stade. On est au contact avec la nature, on est en 3D. C'est plutôt pas mal. Pour revenir sur le Web 3.0, ce que je pense qui est très important, c'est qu'on rend le spectateur acteur. Donc, on augmente la dimension technologique, permet beaucoup plus d'interaction et de le rendre acteur de ce qui se passe. Acteur en allant dans le magasin, acteur d'une façon générale. Et ça, c'est l'évolution technologique qui permet ça et qui est très intéressante, qui rend le champ des possibles très large. Apple a sorti il n'y a pas longtemps un casque qui coûte $3 500. Ça nous permet de rentrer dans le métavers, ça on est d'accord, ça permet de faire des choses. Est-ce que ça ne va pas encore révolutionner ? Ça fait 15 ans que ça existe, les casques de réalité virtuelle. Ouais. La difficulté, c'est que ça n'a jamais pris est-ce qu'Apple va dans le grand monde pour une raison. C'est la technologie casque, il n'y a pas de souci, c'était bien maîtrisé. C'est tout l'environnement autour. Et tout l'enjeu du développement de tout ce qui est Web 3.0 et métavers, c'est toute la technologie qui est autour. Parce qu'on l'avait d'abord imaginé, ces masques de réalité virtuelle, pour regarder des films en 3D. Sauf que la manière dont les films avaient été faits, la technologie n'était pas assez bonne encore pour que ce soit qualitatif. Donc, entre regarder un film normalement, où on est bien, on est immergé quand même, par l'habitude aussi de le regarder, ou regarder quelque chose en 3D où le qualitatif n'y est pas, le choix était vite fait. Et finalement, la mode, entre guillemets, des casques réalité virtuelle et de regarder des films en 3D chez soi est passée assez rapidement pour cette raison-là. Ça va être un des enjeux, alors j'anticipe un peu, mais ça va être vraiment un des enjeux pour le coup de l'acceptation du Web 3.0 et de tous les apports qu'il peut y en avoir, parce qu'il y en a énormément, c'est que la technologie puisse suivre.
On a eu un exemple au CES de Las Vegas en 2023 où Sony et Manchester City ont présenté la première version du stade de l'Etihad Stadium dans le métaverse. Exact. Avec quelques joueurs mis dans le stade, etc. Ça faisait depuis février 2022, ils avaient annoncé le travail sur ce stade. La première version est sortie. Et alors je suis désolée, je vais employer un terme un peu vrai, mais c'était pourri. Ça a eu vraiment, ça a eu par rapport à l'attente qu'il pouvait y avoir, où Sony a annoncé quand même des dépenses de millions d'argent dedans, où Manchester City a aussi mis pas mal d'argent. Il y avait Haaland n'était même pas reconnaissable, alors que c'est quand même l'archétype de la personne qu'on reconnaît. Le stade n'était pas très bien fait non plus, donc il y avait un côté déceptif par rapport à l'attente. Un mois plus tard, ils ont sorti une deuxième version, et cette version est beaucoup plus aboutie et beaucoup mieux. Donc il y avait peut-être un problème de timing et d'effet d'annonce, mais ça demande beaucoup d'argent et beaucoup d'investissement. On a aussi l'impression que, alors je pose la question, c'est collégial, on a l'impression que le sujet du métaverse est beaucoup moins à la mode. Oui. Si on avait un franc suisse à investir, on l'investirait pas dans le métaverse, mais plutôt dans l'intelligence artificielle. Oui, mais en fait, il y a des effets, de mode effectivement, ou des effets d'image. Et pour l'instant, c'était vrai déjà sur Second Life. On sent que c'est le sens de l'histoire, mais il y a des technologies qui demandent un temps d'adaptation et un temps d'acceptation. On peut prendre le sujet par exemple des droits télé. Orange s'était positionné il y a 20 ans sur les droits UMTS qui étaient par rapport au mobile trop tôt. Exactement. Mais aujourd'hui, Free Ligue 1, se délecte d'avoir ce contenu-là pour aller chercher de l'abonnement. Et en fait, il y a un sujet sur la technologie. On sait tout l'enjeu des services que l'on va pouvoir apporter aux spectateurs dans un stade. Oui, mais il faut que le stade soit connecté ou connectable. Si, quand vous êtes dans le stade, vous n'arrivez même pas à envoyer une photo à l'extérieur parce qu'il n'y a pas assez de bande passante, c'est un problème. Donc, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Par exemple, je flash un QR code sur le siège qui me permet de commander pour qu'on me serve. Ça, c'est très bien. Sauf si l'information arrive que quand je suis sorti du stade, parce qu'il n'y a plus... Et on retrouve de la bande passante. Donc, il y a deux sujets. Il y a l'acceptation et puis le développement de la technologie. Là, on est sur des sujets où la technologie a progressé et ça rend beaucoup de choses possibles. Sauf que l'acceptation, elle n'est pas nécessairement toujours au rendez-vous. On l'a vu sur Second Life, on l'a vu aussi sur les cryptos, sur les NFT. Au départ, il y a une population qui est geek, mais les geeks, par définition, ils ne sont pas majoritaires. Il y a eu les spéculateurs. Mais le vrai marché, c'est quand on va au-delà. Et moi, j'avais vraiment trouvé brillant l'approche de la NFL qui, il y a 2 ou 3 ans, sur le Super Bowl, dans une vision de dire, on veut développer le NFT parce que c'est un produit dérivé et on l'imagine tel quel. Simple. Toutes les personnes qui ont un billet pour le Super Bowl ont un NFT. Donc, en fait, on amorce la pompe en diffusant des NFT et après, il y aura un second marché et puis ça va vivre. Donc, on va donner l'habitude aux gens qui viennent dans le stade d'avoir du NFT. Comme ça, on va créer la circulation. Au départ, ils acceptent le fait que sur ces NFT-là, ils ne gagnent pas tout de suite de l'argent. Mais ils préemptent ou ils lancent la dynamique. Je pense que là-dessus, on peut avoir des sujets où peut-être que en Europe, il y a des sujets où on veut gagner tout de suite de l'argent et qu'en fait, le marché n'est peut-être pas prêt tout de suite à générer du cash. Et donc, du coup, il y a des efforts qui ne se font pas tout de suite. Moi, j'ai souvenir, puisqu'on est des... Ok, boomer. Oui. L'avantage d'être un dinosaure, c'est qu'on a vu quand même pas mal de choses. Dans les années 90, où les sites Internet arrivaient, il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas développé leur site Internet, mais qui ont juste pris le site d'un supporter pour le transformer et lui remettre un coup de peinture. Ne comprenant pas à quel point ça pouvait devenir important pour leur business. Maintenant, il n'y a plus de débat. On sait que Internet, mais au-delà d'Internet, les réseaux sociaux sont terriblement importants pour les clubs.
Mais ça n'a pas toujours été acquis dans l'esprit des gens. Hein. Je suis d'accord. Tu parlais tout à l'heure, Michael, en tout début d'intervention, justement, que le sujet, c'était l'expérience spectateur. Est-ce que tu penses que la crypto, les NFT et le métaverse va augmenter, améliorer cette plus que l'expérience spectateur, l'expérience du fan. Le fan, il peut être spectateur, il peut être téléspectateur, il peut être rien du tout. Il peut être chez lui, éventuellement sur une console, etc. Donc, oui, je crois que c'est l'objectif. Hein. Déjà, on sait hein, qu'un club est capable de capter d'abord des spectateurs. Donc, il y a une phase d'acquisition. Ok. Ensuite, il faut que ces spectateurs viennent le plus souvent possible, ok. Donc il y a une fidélisation, puis après il y a carrément un engagement qui va être provoqué par le Web 3.0 à tout niveau que ce soit, de manière à ce qu'à un moment donné, il s'approprie une partie du club, que quelque part le blason du club soit un peu le sien aussi. Et donc quelque part on crée une flèche à double entrée. Ouais. Alors voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on l'a vu, hein, l'effort de beaucoup de clubs ces 20 dernières années, ça a été de créer des fan clubs dans le monde entier et de faire en sorte, souvent avec des centres d'entraînement ou des fan zones, etc., de retrouver des gens qui vont porter le blason, qui vont porter le maillot. C'est vrai qu'en voyageant un peu, on voit par exemple, et c'est vrai qu'on est à Paris, parlons du Paris Saint-Germain, quel que soit l'endroit, hein, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, on voit de plus en plus de maillots du Paris Saint-Germain, alors que communément, quand on voyageait, Vincent, dans les années 90 ou dans les années 2000, on voyait du Real, on voyait du Barça, on voyait du Arsenal, on voyait du Liverpool, mais on voyait pas du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, on le voit le plus fréquemment possible. Donc, quelque part, ça fait partie de cet effort. Il y a un effort. D'ailleurs, c'est mis dans le document, hein, je parle sous ton contrôle, Aurélie, hein, c'est un terme qui s'appelle phygital, c'est-à-dire que c'est à la fois physique et à la fois digital. C'est-à-dire que aujourd'hui, même le fan a transmuté, hein, c'est un fan qui a un numéro de sécurité sociale, mais c'est aussi quelqu'un qui est un peu digitalisé, ok, qui est présent sans être présent et qui, en tout cas, a une action sans être forcément acteur réel. Et dans le prolongement de ce que dit Mickaël, en fait, on est tous dans du digital. Quand je parlais d'acceptation des technologies et autres, regardez ce que l'on fait tous aujourd'hui. Il y a une partie, si on prend le service de la banque, il y a des choses que l'on veut faire en ligne. Ouais, c'est vrai. Et puis, il y a des fois où on a envie d'aller de pousser la part de l'agence. Besoin et d'avoir un humain qu'on peut toucher. Toi aussi, tu touches ta banquière, c'est pas bien ça. Oh là là, ça te dit. Non, moi c'est pas banquier, donc encore une fois. Mais ça, moi je respecte. Je respecte Mickaël. Voilà. Mais je pense c'est une proximité professionnelle, s'il vous plaît. Bien sûr. Ça commence toujours comme ça. Non, on s'éloigne peut-être. Oui, revenons sur les NFT. Bah non, c'est un côté figital, hein, je suis désolé, hein, on a une relation figitale avec la banque. Non, mais je pense quand même qu'il y a une distinction entre l'évolution technologique qui est la blockchain, qui est une technique. Bah, c'est la base de tout. Ouais. L'intérêt NFT qui est un produit dérivé que l'on peut diffuser facilement partout dans le monde directement. Mais pas touché. D'une certaine manière, pas touché. Quoi. Bah oui, qui est digital. Et le sujet de la crypto, qui est pour moi encore un autre sujet, qui est le sujet de la monnaie, qui est Eh ben, je vais te contredire un peu parce Comment que ça si on met ces thèmes dans le Web 3.0, c'est qu'il y a bien quelque chose qui va les réunir, et c'est le fait qu'il y ait une communauté derrière, systématiquement. Et c'est pour ça que, par rapport à d'autres secteurs, tout ce qui est Web 3.0, crypto, NFT ou métaverse peuvent mieux fonctionner dans le sport que dans n'importe quel autre secteur, parce qu'il y a ce côté communauté qui est déjà créé par le phénomène sport, qui a été amplifié à l'international par les réseaux sociaux, et que le Web 3.0 doit presque réussir à transcender à un moment ou un autre géographiquement sur les frontières entre le physique, c'est créer un nouveau barrière autour du fan engagement. Quoi. Et le fait que tu aies une communauté, c'est vraiment la base de cette réflexion-là. Et pourquoi, à mon avis, ça va marcher dans le sport, pour peu qu'il y ait des investissements qui soient faits. Et avec un risque de ne pas contrôler sa communauté. Et de ne pas contrôler sa communauté. Mais c'est bien le but. Et c'est là aussi où on parle de grands noms du sport aujourd'hui qui investissent dans le Web 3.0 parce qu'il faut énormément d'argent. Tout doit se faire dans son temps. Il y a des clubs plus petits, des sports avec moins d'argent qui ne vont pas aller vers ces sujets-là tout de suite. C'est peut-être aussi pour ça que l'acceptation ne se fait pas aussi facilement. Il y a des grands clubs qui se trompent. Tu as parlé de Manchester City, on pourrait parler du Bayern Munich.
Je sais bien, je l'attendais celle-là. Mais oui, il y a des clubs qui se trompent, mais qui après peuvent ne perdre pas d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé au Bayern? On peut peut-être en parler. Mais bien sûr qu'on va en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour remuer le couteau dans la plaie du Bayern de Munich. Le Bayern Munich s'est lancé tout seul dans la création de ce qu'on appelle, pour que ce soit imagé le plus facilement possible, des collections de cartes en type Panini Digital. Sauf que aujourd'hui, si on en parle, on va parler surtout d'une entreprise française, pour le coup, qui s'appelle Sorare et qui a pratiquement l'ensemble des marques du marché sur ce sujet-là, le monopole. Le Bayern a décidé de partir tout seul. Ça n'a pas marché. Ils ont arrêté les investissements et ils sont partis avec Sorare, effectivement. Donc voilà, on a le droit de se tromper. Mais tout à fait. Ouais, c'est intéressant parce que un rebond en Bavière nous fait en sorte qu'on puisse parler d'un fleuron de la tech française. Hein. C'est vrai que Sorare. Il y en a deux, et Socios.com. Et Socios, ouais. Là, pour le coup, les sociétés françaises sont vraiment à la pointe sur ces sujets dans le sport du Web 3.0. Mais parce que les Français, il y a une qualité de développeurs, d'ingénieurs et autres. La réflexion est bonne aussi. Et on l'a vu aussi avec les jeux vidéo. Enfin, Ubisoft, les grands. Et en fait, il y a une inspiration qui vient aussi de ces univers-là qui créent des univers. Et par exemple, le métavers, c'est une création d'univers. Donc, il y a aussi pas mal d'interactions qui se font avec d'autres fleurons de notre industrie. Vous évoquiez tout à l'heure la partie communautaire. Et effectivement, elle est importante. Le sport représente des communautés, qu'elles soient clubs, qu'elles soient de sportifs et autres. Est-ce que Sorare est aussi un moyen, un exemple de rassembler les communautés ou est-ce qu'il y a d'autres exemples potentiels? Socios, tu l'as dit, ça peut être aussi quelque chose. Est-ce que le métavers pourrait être aussi un moyen de rassembler ces communautés? Alors, à terme, oui. Et en préparant cette émission, je suis allée refaire un petit update. Je suis tombée sur Football at Alphaverse, que je ne connaissais pas, qui est issu d'une société française, qui crée justement un univers, alors qui n'est pas dépendant de club pour le moment. C'est une société française qui a créé un métaverse où en fait on va avoir une île principale où se retrouvent les fans de foot et des îles dédiées à chaque club où les fans vont pouvoir se retrouver. Il y a du jeu, il y a du NFT, il y a des contenus spécifiques que des clubs pourront mettre dessus. Ils ont fait un accord avec le Betis Séville, si je ne me trompe pas. Où ils vont pouvoir mettre des contenus spécifiques dans un métaverse où les gens vont pouvoir se retrouver, vont pouvoir discuter, ils vont même pouvoir initier des matchs entre des équipes qui n'ont pas l'habitude de travailler les uns avec les autres, de jouer les unes contre les autres. Donc du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant et c'est une chose que quand on a rédigé ça n'existait pas encore. Ça n'existait pas. Ah ouais. C'est vraiment aller très loin, c'est allé très rapidement. Vite, après, et vite, on n'en parle pas beaucoup. Mais quand ça va un peu émerger, quand il y a des clubs qui vont être intéressés par ces choses-là, effectivement, ça peut aller plus rapidement. En fait, dans ce que disait Aurélie tout à l'heure, il y avait un point qui était important, je pense, c'est de dire c'est un métaverse ou des métaverses. Ouais. Et ça, c'est un sujet qui est important parce que on voit bien que les communautés, en fait, le Real, si on prend le cas du Real, veut gérer sa communauté et c'est très important pour lui, c'est son trésor de guerre. Le Barça aussi, mais le PSG aussi et le Bayern aussi. Et si on crée un métaverse du football et que ces grands clubs viennent, c'est plus du tout la même chose. Sauf qu'en fait, au contrôle de ces communautés. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, et c'est vrai, là on peut parler du métaverse par rapport à un club de football, on peut parler de Roblox, on peut parler de différents univers. On peut même décliner la même question sur le e-sport avec les différents jeux et autres. Il y a le fantasme, puisqu'on est à quelques mois des Jeux Olympiques, de dire est-ce qu'on va mettre le e-sport dans les Jeux Olympiques? Oui, mais le e-sport aujourd'hui, c'est à chaque fois un éditeur. Et les éditeurs entre eux, ils sont concurrents entre eux. Donc, est-ce qu'ils ont envie de faire quelque chose ensemble? Les clubs, ils sont concurrents entre eux sur la Ligue des Champions, etc. Ok, mais est-ce qu'ils veulent tous aller sur la même solution, sur la même plateforme et autres? Et ça, aujourd'hui, c'est un peu le sujet. Quand on parle, par exemple, des droits télé, on se dit attention, moi qui suis fan de football, il va falloir que je me prenne un abonnement sur ci, sur ça, sur ça. C'est un peu ce sujet-là. Et c'est pour ça que la vision de un métaverse, c'est le monde parfait, mais qui en sera le propriétaire, qui en sera le leader? Et ça pose d'autres questions. Mais c'est là, aujourd'hui, je pense que l'idée même de dire on n'est pas que sur du physique, on passe sur du digital, voire du digital,
On sait que c'est le sens de l'histoire. Mais comment ça va s'organiser réellement? Je pense qu'actuellement, on n'a pas encore les clés à cette question-là. C'est un peu le sens de ma prochaine question, les amis. Mais dans le sport, il y a le blockchain, NFT, métaverse, etc. Qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Déjà, on commence par faire du commerce. C'est vrai, ça je suis d'accord avec toi. Non, mais, le business, le premier réflexe était pourquoi les clubs se sont penchés dessus en se disant mais en fait, prenons les top clubs, ils ont en gros 200 millions de fans dans le monde. 200 millions de fans dans le monde, tu sais qu'ils viendront pas tous au Parc des Princes, par exemple. Quand tu es le PSG, tu dis PSG doit être à 250 millions, tu dis bon, c'est clair que je peux pas leur vendre que des billets pour le match. Est-ce que je peux leur vendre des maillots? Ouais. Mais en même temps, il faut que je gère la logistique pour que j'ai une boutique là. Bon, je peux me débrouiller avec mon équipementier qui va faire en sorte que, mais en général, il va vendre que ses produits à lui. Bien sûr. Moi, si je veux mes propres produits, il faut que je fasse mes propres boutiques. Alors, je peux le faire. J'en fais une à New York. J'en fais une à Toronto. Ouais, mais c'est pas si simple que ça. Alors que si j'ai des produits digitaux, bah, c'est sur mon site. Il clique, il achète, ça marche. Donc, cette évolution techno, elle m'intéresse, j'y vais. Le sujet de la crypto, pour l'instant, si je prends le cas des clubs, c'est pas eux réellement qui la maîtrisent. Il y a de l'argent qui se fait, mais ça leur échappe. La NFT, ça leur échappe pas, ils sont dedans. Aurélie. Oui, en fait, la question, c'est entre effet de mode. Oui, je vais aller faire mes cartes, je vais aller faire mon métaverse, mon stadium dans le métaverse pour montrer que je suis le premier, que je suis un acteur innovant, je vais mettre de l'argent dedans, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas? Et une vision plus pérenne en termes de stratégie marketing, de stratégie de communication, de stratégie de développement, et notamment économique. Et c'est comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer ces éléments-là, qui sont que des innovations technologiques, quand on réfléchit bien, à une stratégie globale de club. Ça ne révolutionne pas, à mon sens, le modèle économique d'un club ou d'une fédération ou d'une ligue. Ça va rajouter des opportunités, mais par rapport à des choses qui existent déjà. Qu'on vende des produits physiques ou des produits digitaux ou qu'on vende des produits dans le métaverse, c'est la même chose. On vend. Marketing, on vend. C'est la même chose. Donc du coup, il n'y a pas... On parlait de révolution, c'est parce que effectivement, il y a quand même une révolution, mais elle est plus technologique. Après, dans la manière de l'utiliser, c'est de savoir comment est-ce que je l'intègre dans ma stratégie de développement. Et ça, c'est un vrai sujet, au-delà du simple effet de mode. On a eu l'exemple, pendant très longtemps, a été cité comme exemple de succès, Top Shot de la NBA. Le concept est assez simple et en plus facile à faire. Vous prenez des archives qui dorment, parce que de toute façon, vous ne les utilisez pas, elles ne servent à rien. Vous en créez un moment vidéo de 5, 10, 15 secondes et vous allez le vendre, que ce soit un contre, un dunk, une attaque, peu importe, un shoot à 3 points. Un moment d'histoire. Un moment d'histoire du basket. Vous le vendez 5 $, 10 000 $, 100 000 $, parce qu'il y en a qui sont partis très très haut. Vous le vendez. Et après, il appartient à quelqu'un, il n'y a pas de souci. Ça a très bien marché la première année et demie de Top Shot. Aujourd'hui, ils ont licencié 2 tiers des développeurs qui faisaient la solution Top Shot parce qu'il n'y a plus d'argent derrière. Une fois que vous avez acheté, le côté spéculatif n'est pas intéressant. Enfin, il est intéressant pour certaines personnes. Il y a une personne qui a acheté une carte Cristiano Ronaldo, 720 000 €. Voilà. Après, oui, effectivement, vous allez spéculer dessus, vous allez le vendre. Mais effectivement, comme le disait Vincent tout à l'heure, ça attire pas la masse. Ouais. Ça va attirer une infime partie, finalement, de personnes qui pourraient être intéressées par le Web 3.0. Je pense que l'enjeu pour les clubs et le monde sportif, c'est de savoir comment je vais engager justement cette communauté. Pas vendre des trucs à 720 000 €, mais si vous vendez un actif numérique à 1 €, mais que vous le vendez à 3 millions de personnes, ça vous fait quand même un petit peu plus d'argent. Et vous allez attirer les gens et justement les faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire et travailler ce sujet de communauté. C'est peut-être là où c'est plus intéressant aujourd'hui. L'exemple de NBA Top Shot est intéressant dans le sens où, il faut diffuser le fait qu'il y ait des produits. C'est une chose. Mais si j'achète 720 000 € à un moment donné, ça suppose qu'il y ait un second marché. Et donc, au-delà de la première vente,
il faut qu'il y ait un deuxième marché de revente et autres. Ce qui induit le fait qu'à un moment donné, ça devienne dans les habitudes de consommation. Et donc, c'est pour ça que je reviens sur ce qu'avait fait la NFL. Je trouve très intéressant, c'est de dire, finalement, je vais éduquer mon marché, ma communauté, pour qu'elle vive avec ça. Et donc, c'est là où, quand on a commencé à écrire le livre blanc et la fin, il y a eu un pic, un creux et une remontée. Parce qu'il y avait plusieurs sujets. Il y avait un sujet qui était lié, très spéculatif, lié à la crypto, avec des questions sur la crypto en disant, attention, là, c'est le Far West. Et c'était dérégulé à l'époque. Totalement dérégulé. Et de se dire, attention, que vont faire les États? Parce que si du jour au lendemain, ils mettent la crypto, ils lui mettent une cible rouge dessus et qu'ils le shootent, tout s'écroule. Ça a failli. Il y a eu le scandale FTX aussi en même temps. Oui, la bourse, la banque. Le fondateur qui risque 300 ans de prison, quelque chose comme ça. Oui, il les fera pas tous. Ça dépend s'il fait la moitié dans le métaverse. Même les 2/3. Ce sera digital. Non, bien sûr. Et quand on prend cet exemple-là, parce que quand on parle de Figital, on a des acteurs de crypto, FTX, mais on peut prendre aussi Crypto.com. Bien sûr. Quand Crypto.com prend le naming du Staples Center, il le prend pour 700 millions de dollars sur 20 ans. Voilà. Oui, c'est pas mal. Maintenant, il faut payer, mais ça fait rien. Je crois que le naming de Decathlon à Lyon, ça doit être 1,5 million par an. Là, on parle de 35 millions d'euros par an. Enfin, de dollars, pardon. Donc, oui, c'est très bien, sauf si, comme FTX, ça ferme ça met la clé sur la porte. Et c'est parti pour que ça ferme. Donc, on voit le lien entre une économie qui est digitale, j'avais pas dit fictive, mais digitale, et puis l'économie réelle. Parce qu'à un moment donné, pour le Staples Center, ils attendent des vrais dollars. Pas de la crypto. Fatalement. Le point sur lequel on pourrait revenir, c'est la Covid. On va pas revenir sur ce qui s'est passé, mais est-ce que la Covid n'a pas fait améliorer, n'a pas fait accélérer cette partie crypto, blockchain? Mika, t'en penses quoi de ça? Ouais, alors, très prosaïquement, ça a été un booster parce que fatalement, à partir du moment où il n'y a plus de contact physique les uns avec les autres, on se repose tous sur le digital. T'es bien placé pour le savoir. T'as bien vu qu'en 36 heures, on a transformé une école physique en une école digitale. Ouais, d'accord. Alors, la prouesse de le faire en 36 heures. Et sincèrement, ça s'est très très bien passé. Ouais, c'est vrai. On a réussi à faire des cours en ligne, on a réussi à faire comme si de rien n'était. D'ailleurs, je crois que le passage du Covid pour la Sports Management School a été extrêmement bénéficiaire parce que on a pu vérifier quel pouvait être le contact qu'on pouvait avoir à distance avec les étudiants. Et maintenant, aujourd'hui, on se retrouve avec une compétence physique, une compétence online, une compétence on-site, et bientôt une compétence hybride avec ce qu'on appelle le blended learning, où quelque part, on va mélanger les deux. Donc, j'ai trouvé que en tout cas pour l'enseignement et pour la SMS, ça a été très profitable. Maintenant, pour cet univers-là, pour la digitalisation du sport, évidemment, on n'avait que cette voie-là. Et donc, quelque part, les gens ont pris un peu l'habitude de garder cette distance réelle, parce que, encore une fois, on n'a pas le choix. Est-ce que c'est plutôt le e-sport qui s'est déployé ou est-ce que c'est aussi tout cet univers que tu appelles le Web 3.0? Peut-être, excuse-moi, juste avant de basculer sur le e-sport, non, mais le monde du sport, ça fait un petit moment que le monde en général allait de plus en plus vers le digital. Le monde du sport y allait à reculons. Ouais. Et pour revenir sur le sujet de la Covid, en fait, pour le coup, ça a fini de traiter le sujet. C'est-à-dire, pour ceux qui disent, nous, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas, là, il n'y a plus le choix, il faut y aller. Et donc, ça clôt le débat. Les digitaux sceptiques, c'était fini. Et voilà. Donc, c'est en cela que je trouve que la Covid a posé beaucoup de problèmes, mais elle a apporté, il y a aussi un héritage positif. Mais la Covid, est-ce qu'elle a aussi apporté un héritage positif sur justement la blockchain, la crypto, le métaverse et tout ça, ou ça a été vraiment un secteur, on reprend un secteur plus fermé sur le e-sport? Est-ce que les deux sont à mettre à la même échelle ou est-ce qu'il y a des choses qui ont pu se passer? La Covid a été un accélérateur, mais peut-être plus le e-sport a été un accélérateur dans la prise de conscience de tout ce qu'on pouvait faire. Les plus grands événements mondiaux,
c'est pas Paris 2024. Hein. Ce sont des concerts dans le fameux jeu Fortnite avec Marshmallow, Travis Scott, etc., qui permettent de montrer qu'on peut faire de l'événementiel, du marketing dans le digital. Après, ce qui est plus compliqué, et je reviens à un sujet où j'ai pas vraiment, c'est par exemple quand Manchester City fait son stade dans le métaverse, le but ultime, c'est d'avoir un match dans le métaverse, mais qui se passe aussi réellement en physique. Ouais. Donc, imaginez Manchester City contre Liverpool dans le stade de Manchester City, mais aussi, vous êtes à Paris, vous êtes en Chine, vous êtes en Inde, vous êtes en Amérique du Sud, peu importe, vous allez acheter votre place parce que quand même, faut quand même le montrer. Vous choisissez votre place, vous êtes positionné dans le stade et vous vivez le match en direct dans le métaverse avec votre casque de réalité virtuelle. À la base, c'est là où on pourrait aller, je vais bien choisir la nuance, où on pourrait aller. Parce que ça permettrait d'abattre ces fameuses frontières du stade physique. Le match a lieu en réel. Le problème, ça va être la captation du match. L'importance de l'intelligence artificielle aussi, pour le coup, pour anticiper certains mouvements. Parce que même s'il y a 5 secondes de décalage, il faut une force de calcul parce qu'il y aura énormément d'images à traiter, etc., qui vont permettre d'arriver à un moment où, au lieu d'avoir 80 000 personnes dans un stade, il pourrait y en avoir 5 ou 6 millions. Ouais. Parce qu'on est dans le métaverse. Et là, du coup, il n'y a plus besoin de quitter le Parc des Princes. C'est ça. Et ça, c'est pas le Covid, en fait, qui nous permet de mettre ça en avant. C'est la techno, et c'est, pour le coup, l'e-sport qui peut servir d'exemple. Ce qui est intéressant dans la vraie vie, et on le voit aujourd'hui avec le débat acharné qui peut se passer entre la mairie de Paris et le Paris Saint-Germain, c'est notamment pour l'utilisation et éventuellement des travaux qui auront lieu au Parc des Princes, d'accord, pour passer d'une capacité de 45 000 personnes environ à un peu plus de 60 000. Donc on voit bien, l'air de rien, qu'en parallèle de la digitalisation du sport et des événements sportifs, il y a aussi une volonté physique de construire un vrai stade. Et on le sait, aujourd'hui, la jauge, c'est entre 60 et 80 000 pour un grand club européen, d'accord, et surtout pour un milieu de fans qui, en moyenne, seront à peu près aux alentours de 50% de ce stade-là. On n'imagine pas une seule seconde ce que pourrait être l'ambiance dans ces stades-là. Et encore une fois, on vient sur quelque chose qui peut-être nous laisse penser en perspective que plus la digitalisation va s'opérer, et plus on aura besoin d'un réel événement physique, avec un vrai contact physique, etc. Et donc, on ne pourra pas se passer. Et il faut surtout pas. C'est pour ça que la bonne réponse pour moi, c'est le digital. C'est-à-dire que, mais le problème aujourd'hui, c'est que avec la Covid, on a augmenté l'expérience digitale, l'expérience à distance, et qu'aujourd'hui, un des sujets majeurs, c'est de faire en sorte que celui qui prend la peine de prendre sa voiture ou de descendre de chez lui, prendre le bus ou le métro, se brise face au vent, la pluie et autres, va au stade et autres, il faut pas qu'il soit le moins bien servi dans son expérience. C'est sûr, d'accord. Donc, du coup, ça veut dire que l'équipement, il va être très important dans sa capacité à t'amener de la matière. L'ambiance est une chose, ok, mais tu peux pas être le dernier averti. Alors, le rugby, puisque c'est un sport que tu connais, réfléchit beaucoup à comment j'informe des décisions de l'arbitre, qu'est-ce qui se passe là, parce que quand tu es à la maison, quand il y a hors-jeu, quand il y a... T'as toutes les informations. Comment dans le stade, et ça, c'est super important, c'est du coup, la dimension technologique, elle doit servir à distance, mais elle le fait déjà. Et comment elle peut servir on-site? Ça, c'est important aussi. Tu as évoqué, Aurélie, tout à l'heure, on va dire un succès, mais aussi à la fin, une angoisse par rapport à Top Shot. Est-ce que vous avez en tête quand je dis angoisse, ils n'ont plus rien, on va dire comme ça. Est-ce que vous avez en tête des succès, mais aussi des échecs, justement, dans cette partie NFT et autres? On a parlé déjà du Bayern, d'accord? Non, mais c'est un milieu avec une telle versatilité. Aurélie, courage. Non, vous avez alors, un échec. Un échec. Et puis après, un succès. Allez. Alors, le club de Tottenham, en foot, a essayé de faire les choses bien et a lancé... le PSG, par exemple, a lancé sa monnaie spécifique en 2018.
Mais Tottenham a attendu l'automne dernier pour le lancer, justement pour l'intégrer. Alors c'est un peu dommage dans l'exemple, mais pour l'intégrer justement dans une stratégie plus large marketing de club. Et en fait, ça a jamais marché. Donc ça fait 6 mois que c'est lancé. Et en fait, il y a eu le petit soubresaut de nouveautés. Et après, quand on dit ça marche pas, ça veut dire que elle a été lancée à $1 et elle a chuté, quoi. Elle a chuté. Les gens n'ont pas acheté. Parce que ils en avaient peut-être acheté. Pourtant, il y a un club pour l'instant, ils n'ont pas abandonné encore le projet. Par contre, ils le réfléchissent autrement. Donc, il y a vraiment cette partie-là. Après, en succès pérenne, faut que je réfléchisse un peu. Oh non. Il n'y a pas de succès. Non, mais en fait, on se rend compte qu'il y en a pas beaucoup. Mais même quand on parlait tout à l'heure d'un des fleurons français qui s'appelle Sorare, ils ont une réelle difficulté. Socios aussi, à un moment, ils sont encore sous l'effet des fluctuations économiques. Il y a encore des liens assez forts avec l'économie réelle. Donc, en fait, fluctuation aussi de la crypto, parce que là, on parlait de BTC tout à l'heure qui explose, c'est super, mais on est d'accord que les deux sont liés. Sur la crypto du sport, c'est différent parce qu'il y a le côté un peu fan. Il y a un peu longtemps, du coup, j'ai l'impression de me rapprocher de mes amis boomers. Arrête, vous avez. Ne dis pas ça. On a sorti de l'EHPAD pour l'occasion. Non. Mais vous avez le club. Il va falloir qu'on y retourne. À 16h30, on dit. Il nous reste un quart d'heure, les gars. Il reste un quart d'heure. Le club de Dortmund était rentré en bourse. Oui. C'est vrai. Ils sont rentrés en bourse. Sur les résultats sportifs, à un moment, ils sont redescendus en Bundesliga 2. Mais le cours de bourse n'avait pratiquement pas évolué parce que derrière, ce sont des fans qui sont derrière. Et pour pas déstabiliser le club, ils vont pas faire de la spéculation comme on en a parlé tout à l'heure. Donc, à partir de ce moment-là, vous créez un produit où vous allez être soutenu, ça va être un succès. Mais du coup, faut pas travailler sur la spéculation. On a travaillé avec un de nos clients aussi sur ces sujets-là. On croyait, nous, plus à l'utilisation de tout ce qui était NFT avec de la gamification. Ouais. C'est quand on achète des cartes, par exemple, digitales, les utiliser pour faire son équipe, son championnat. On voit qu'il y a des, j'ai oublié le nom du jeu. Mon petit gazon qui fonctionne. Pourquoi pas ne pas le mettre dans le métaverse ou dans le digital en achetant des cartes, etc. Ouais. Ça, je suis à peu près sûre que ça peut fonctionner typiquement. En revanche, le côté spéculatif, beaucoup moins. Par contre, il faut trouver la bonne recette qui fonctionne bien. Et aujourd'hui, d'une manière pérenne, avec les retours d'expérience qu'on a, j'en ai pas forcément qui viennent. J'en ai une idée, mais ok. Billetterie et NFT. Demain, certains, on a acheté un billet des jeux, peu importe le prix, peu importe la discipline. Est-ce que ça pourrait pas devenir un NFT ou une NFT? Je sais pas si c'est un ou une. C'est ce qu'avait fait la NFL. Ouais. C'est exactement ça. Enfin, ils avaient associé au billet un NFT. Pour l'instant, je crois que ça. Donc, non, c'est pas prévu, mais non, ça avait très bonne idée. Alors, en fait, ça avait été annoncé. T'allais la vendre, hein? Non, ça avait été annoncé. Non, Paris 2024 avait annoncé qu'ils feraient des NFT sur la billetterie. Ils l'ont pas fait, donc on peut toujours y aller. Mais ils avaient annoncé, il y avait eu plusieurs communiqués de presse pour dire que justement ils allaient aller sur ces technologies. Le projet est dans la clé USB qui a été volée dans le train hier, je crois. Non, mais alors, si des gens de Paris 2024 l'écoutent, je l'ai lu, le communiqué de presse, je peux leur donner. Par contre, je n'ai rien vu d'autres communications sur cette partie NFT. Même en ayant acheté mes billets, il n'y avait pas de communication sur ces NFT. C'est vrai quand on aime le stade, quand on va au stade, on garde le billet. Enfin, ça dépend si on est... on a envie, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut garder. Il y a un côté collector. Il y a un côté collector, bien sûr. Mais ça... Encore une fois, on est sur un sujet qui reste assez nouveau, où il faut éduquer son marché. Tottenham, quand ils lancent leur monnaie, c'est pas le meilleur moment pour eux, parce que jusqu'ici, ils ont beaucoup économisé pour financer leur projet de stade, et ils sont moins performants qu'ils ne l'étaient quelques années avant. Si ils lancent le moment où ils sont, oui, donc il y a un cadre un environnement qui est plutôt favorable ou pas selon les projets, et ça joue. Alors normalement après on doit décorréler par ça de la performance sportive, mais pour le lancer, c'est mieux d'avoir un nouveau stade au moment où l'équipe est performante, parce que si on arrive dans le stade où l'équipe et dans la deuxième moitié du classement, genre Bordeaux, t'as un problème. C'est clair.
Voilà. Donc, et si tu l'as au moment où tu es champion, bah là, c'est la voie royale. Donc, il y a cette dimension-là. C'est-à-dire que quand on lance, bah, on est plus sensible à des phénomènes périphériques. Et donc, ça, c'est un sujet. Mais le sujet, et c'est pour ça, effectivement, dans l'émission que l'on avait menée, auquel faisait allusion Aurélie, clairement, et pour revenir sur ce que disait au départ Michael, on est sur l'expérience client, l'expérience fan. Et cette approche de gamification qui est la clé, quand je parlais de Web 3.0 qui permet de rendre le spectateur acteur, bah, on rentre là-dedans. Tout cela, et alors effectivement, le point que tu voulais lancer, qu'on n'a pas encore développé, c'est la partie e-sport. C'est le e-sport qui était en avance par rapport au monde du sport. Ce que je disais tout à l'heure, le monde du sport freiné par rapport au digital. Le e-sport, bah, il était digital par essence, natif. Il était natif. Et donc, tous ces sujets-là, ils les ont lancés avant. Et pour le coup, le e-sport tire profit du sport dans son organisation, des franchises, des compétitions et autres. Et là, le monde du sport peut tirer profit de ce que le e-sport a su développer dans cette gamification. Alors, pour le coup, c'est deux mondes, parce que ce sont pas les mêmes mondes. Hein. Par contre, ils travaillent à peu près avec les mêmes outils. Des droits télé, des produits dérivés, de la billetterie. Des équipes, des équipes, etc. Donc, ils ont à peu près les mêmes mécanismes, mais c'est pas les mêmes. Alors, ça peut être le même parce que le PSG peut avoir son équipe d'e-sport, le Real peut l'avoir, etc. Mais, en soi, c'est les mêmes techniques sur des univers qui sont différents. On a le sentiment qu'on ne se défera pas de cette mentalité de gamification. Hein, aujourd'hui, on le voit, hein, les codes, ce sont des codes qui sont pris des jeux vidéo. Et d'ailleurs, on a les mêmes publics. Hein. Lui, le fan, c'est de plus en plus un gamer, hein, quelqu'un qui pratique un petit peu les jeux que tu as cités tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même une convergence digitale de ces fans qui, d'un côté, sont gamers, de l'autre, sont fans, de l'autre, sont supporters, etc. Et on va retrouver une mentalité commune et une même façon de procéder. C'est vrai qu'on le voit, ne serait-ce que dans la gamification de Fortnite, par exemple, où ces communautés deviennent absolument incroyables en nombre, en qualité et en façon de les optimiser. Et en interaction. Exactement. Et l'interaction, c'est vraiment la clé parce que c'est l'interaction community. Et c'est là, derrière. c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un déplacement de barycentre qui va vers le centre de cette communauté. Avec un point, en fait, je donnais tout à l'heure l'exemple de la banque. C'est-à-dire que l'individu, il peut être multiple. Il peut être fan d'un club de foot, de basket et autres, mais il peut jouer aussi à du e-sport. Bien sûr. Il peut, et donc, en fait, l'erreur serait de se concentrer sur une population, parce que cette population-là, elle est diverse, elle est multiple. Et donc, du coup, c'est un peu comme dans la consommation où on n'est pas nécessairement uniquement consommateur physique. On peut faire aussi du digital et autres. Et donc ça donne un degré de complexité dans les stratégies parce que il faut pas, il faut surtout pas croire qu'on n'a qu'une population, les geeks. Non, c'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Et donc, du coup, ça rend le sujet quand même. Alors, pour le coup, faut s'appuyer sur de bons consultants. Mais voilà, il faut. C'est ce qui a été fait, je crois. Oui. Non, mais c'est là où on se rend compte que c'est vraiment une opportunité parce que on le sait très bien pour évoluer dans le monde du sport, que ce soit des sports comme le rugby, le basket, voire même le handball, il y a des publics vieillissants, entre guillemets, qui ont des problématiques de renouvellement de leur public. Et d'arthrose. Mais il reste 5 minutes pour les renvoyer à la fin. L'ambulance attend en bas. Oui. C'est un vrai enjeu, en fait. C'est un vrai enjeu parce que imaginez que si qu'un fan de rugby, s'il y a 10 ans, il avait 50 ans, aujourd'hui, il en a 60. C'est pas vrai. Bien. Sauf que quand on fait des études pour le savoir, c'est effectivement vrai. Il n'y a pas de rajeunissement. C'est-à-dire que chaque année, le fan de rugby prend 1 an. Sans déconner. Normalement, si tu le rajeunis, si tu fais un bon travail, il ne doit pas prendre 1 an. Il faut essayer de le rajeunir. Et c'est pas des fans forcément uniquement que du sport en lui-même qu'on va toucher grâce au Web 3.0. Ça peut être des fans, effectivement, de jeux
qui vont se retrouver dans un univers qu'on va retrouver. Et donc, ça permet d'élargir et même de rajeunir ou de ramener même des publics au sport auxquels ils n'auraient pas pensé auparavant. Tiens, ça peut être aussi cet enjeu pour certains sports. Je me permets un aparté en parlant de sport vieillissant. C'est vrai que récemment, on a entendu que Tony Parker, Tipeee, notre fameux ancien capitaine de l'équipe de basket de l'équipe de France et ancien joueur des San Antonio Spurs, avait investi dans une entreprise qui s'appelle Jokies, qui en fait crée des cartes numériques de jockey. Donc, pour le PMU, enfin pour les tiercés. De course hippique. Alors, il est passionné de course hippique, il a acheté un haras, etc. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est intéressant de voir comment on pourrait éventuellement, dans un sport qui effectivement... Tous les univers sont... C'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est ça. Voir que les courses hippiques aussi ont leur carte numérique. Et pas simplement le football. Oui, mais dans une notion de gamification, les événements, donc il y a ce sujet-là qui est une approche NFT. Tu fais des courses de chevaux. Oui, par exemple. Mais oui, mais... Dans le digital. Mais Virtua Regatta. Ouais, exact. C'est ça. C'est un succès. Mais bien sûr. On parlait de succès. Merci. On en tient un. C'est lancé depuis 2-3 ans. Pour le coup, c'est un réel succès chaque année. Et là, tu rends le spectateur acteur qui peut se comparer avec le vrai skipper. Là, c'est intéressant. On peut regarder aussi la Formule E qui permet des boosts avec les fans. Enfin, voilà, et on rentre dans une notion de gamification. C'est-à-dire que là, je peux soutenir mon pilote et donc j'interviens. Je suis plus qu'un spectateur du coup. On va rentrer dans nos 5 dernières minutes, les amis, et je sais que vous avez encore tellement de choses à nous dire qu'on va devoir condenser. Moi, j'ai une question de l'avenir. C'est quoi l'avenir en fait de tout ce qu'on vient de se dire? Et même 2 questions en une. L'avenir, cette révolution digitale, voire figitale que vous avez évoquée, et les tendances. Parce que souvent, les tendances et l'avenir, c'est un peu lié, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces de façon assez prosaïque, et encore une fois, sans avoir une boule de cristal. C'est vrai que l'aspect métaverse, l'aspect Second Life, etc., ça existera, mais pour moi, ce ne sera pas forcément le terrain de jeu privilégié du numérique et du numérique dans le sport. Et c'est vrai que, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir dans les crypto-monnaies, avec la montée récente, les futurs objectifs et les ambitions. Alors j'ai noté, parce que je retiens jamais les chiffres, la capitalisation des crypto-monnaies depuis janvier, on est donc en mars, 1er mars, a augmenté de 500 milliards de dollars. D'accord, en quelques semaines. Et ça, c'est assez fascinant pour arriver normalement à terme à un chiffre de 2300 milliards de dollars. Alors, j'ai du mal à me le figurer, mais j'ai le sentiment que le fait d'avoir en fait changé le marché d'échange, de trading autour des crypto-monnaies a fait qu'on pouvait participer à ce marché-là sans en posséder. Exactement. D'accord. Et donc, on s'est retrouvé avec un marché parallèle du Nasdaq ou du CAC 40, tout ce que vous voudrez. Et manifestement, alors moi, je crois pas que les arbres poussent jusqu'au ciel, mais en tout cas, on a le sentiment que ces éléments-là vont avoir plutôt une tendance à grossir. Vincent ? Moi, je crois beaucoup au NFT et à sa gamification, au côté produits dérivés, au côté outils pour engager le fan. Fan engagement. Ça, c'est que ce soit sous toutes les formes possibles. Je pense que c'est le vrai sujet et qui fait que du coup, on agrandit le stade mécaniquement. Enfin, on agrandit, quelle que soit la chose. Et du coup, je pense qu'on est dans une phase d'acceptation et que petit à petit, un peu comme on est passé d'une billetterie physique à une billetterie digitale, voilà, c'est juste une question d'acceptation et d'habitude et ça va se faire. Et c'est ça, pour moi, ça, on va au-delà de la tendance. Aurélie? Dans la suite de Vincent, parce qu'on est pour le coup plutôt alignés sur ce sujet-là. Ouais, ça arrive. Je pense qu'il faut vraiment créer les usages pour avoir l'acceptation. C'est vraiment la problématique. Les premiers usages qui ont été faits des NFT, ils restent assez basiques et même le digital n'avait rien à faire. Pour preuve était, c'était par exemple un partenariat entre la société Socios.com, française, et la Juventus de Turin. Ils ont lancé les NFT. Ils ont lancé les NFT pourquoi ? Notamment pour que les détenteurs de NFT puissent choisir la couleur du maillot, du 3e maillot de la Juventus.
Donc, C'est on est acteur. On est acteur, mais c'est exactement. Et si Socios s'appelle sociospire.com, c'est bien parce que il s'inspire de ce que faisaient les Socios en Espagne. Et peut-être qu'on peut le rappeler aux auditeurs. Hein, les Socios, c'était en fait une participation financière. C'est une participation financière des fans, des abonnés. Et donc, la somme des abonnés fait le capital du club. Tout à fait. Et aujourd'hui, les Socios espagnols, ils peuvent élire le président du club. Ouais, en fait, ils sont membres. Ils sont membres. Il y a sociétaire, comme voilà, on peut l'être. Voilà. Et ça veut dire qu'ils ont une cotisation tous les ans. Ça veut dire que le club a une rentrée d'argent de plus que les autres clubs qui n'ont pas de socios. Et là, c'est à peu près les mêmes usages qui avaient été définis. Donc, des basiques qui existaient déjà physiquement. Donc, c'est comment est-ce qu'on va créer des usages nouveaux pour attirer justement aussi des nouveaux publics, développer les communautés pour tirer profit de l'ensemble des opportunités du Web 3.0. Et ça, c'est vraiment un enjeu. Et pour les clubs qui ont de l'argent, forcément. Et après, c'est savoir comment est-ce qu'on va le décliner, parce que l'usage doit se décliner et doit être pris par l'ensemble du sport dans les autres sports. Et ça va être beaucoup plus difficile parce que l'investissement de base est important. Donc, on est ensemble. Dernier point. Dernier point. Ah oui. J'en ai deux. Il voulait pas me laisser conclure. Ah non, bah, alors je les garde pour moi. Mais non, vas-y. Sur ce point. Juste, la clé des usages est terriblement importante, d'où le sujet, quand on est sur le sujet des cartes, avoir le marché d'échange est déterminant. Et sinon, ça plonge. Et pour revenir sur les difficultés parce que c'est juste une question de temps, les difficultés que peuvent rencontrer certains acteurs, c'est que jusqu'ici, les clubs ont vendu des droits, donc avec plutôt des minimums garantis, et que l'acteur, le Sora, on peut en parler d'autres, ils ont misé pour avoir très vite un portefeuille de droits pour proposer et quel marché. Très bien. Ils ont vendu très bien, mais il faut que maintenant, ce que les gens ont acheté puisse se revendre pour qu'ils puissent en revendre à nouveau et continuer à garantir le minimum garanti qu'ils ont vendu au club. Et c'est là où, en fait, il y a besoin d'éduquer le marché parce que sinon, on a fait une vente et ça s'arrête. Et c'est un peu la difficulté, c'est que là, ça s'est lancé, mais ça a besoin de se démocratiser et de continuer à vivre au-delà de la première vente. Mais c'est ce que tu voulais dire, peut-être. Non, c'est bon. Écoutez, on a passé un bon moment, Mika, tu veux... Ouais, excellent moment, merci à tous. Ouais, peut-être juste dire que là, on est sur une première étape d'information pour crypto-monnaie, NFT, métaverse, la révolution digitale du sport, qui est donc le... Point d'interrogation. Voilà, le deuxième livre blanc de la Sports Management School. On va avoir aussi un podcast qui va suivre dans quelques temps. Tu piques ma fin, là. Alors justement, non, au contraire, c'était pour te faire... C'était pour te faire un tremplin. Partout. Ok, tu peux en parler, David. Non, mais mon ami, fini. Ils nous comprennent pas. Bah non. On vous attend. Il n'y a pas d'aller produisent et puis en même temps, on a un Ah non, tu n'introduiras pas. Non, ça, c'est sûr que non. Mais Mika, présente Guillaume si tu as envie. Non, je vais laisser Aurélie le faire parce qu'elle le connaît bien comme ça. Non, on devait avoir aujourd'hui avec nous un expert de la société Doors qui a accompagné plusieurs acteurs français déjà dans la mise en place de NFT, que ce soit la Ligue nationale de rugby, le RCT, donc le RC Toulon, ou a mis aussi en place avec l'équipe le fameux NFT du Ballon d'Or. Oui, du Ballon d'Or. Il devait être avec nous aujourd'hui et pour un problème logistique, il n'a pas pu, mais je crois que nous allons avoir un podcast. Le recevoir en podcast dans les prochains jours pour compléter tout ce qui a été dit, cette expertise de maître que vous nous avez tous donnée cet après-midi. Merci à tous. Merci, bonne soirée. On se retrouve dans quelques jours pour parler et continuer de parler digital. Merci à tous. Merci.